il y a tous ces éléments à ce niveau-là, au niveau des recettes. Et eux, qu'on appelle les ressources. Et maintenant, il y a des éléments concernant les charges. Quatrième élément, ce sont des opérations, comment ça doit être exécuté. Et cinquièmement, maintenant, il y a ce que vous appelez les dépenses fiscales. Tout ce qu'on appelle exonération qui va venir en application d'un résultat. Et sixièmement, il y a ce qu'on appelle les comptes, les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor. Et on termine maintenant par un élément assez important qui est dans le budget, ce que vous appelez le tableau d'équilibre. Il y a un tableau qu'on met dedans pour savoir est-ce que les recettes là peuvent combler les dépenses. Et un autre tableau qui est statistique, qui est très intéressant, qu'on appelle le tableau des opérations financières de l'État. Vous appelez ça TOF. Le TOF, ça donne en réalité un tableau, c'est l'image du fait ce que vous gagnez en matière de recettes, ce que vous faites en matière de dépenses, et maintenant on fait la soustraction et on regarde si vous avez des besoins de financement. C'est ça qu'on appelle le déficit budgétaire. Et il y a le déficit de premier niveau, et maintenant on regarde maintenant, comme nos recettes ne couvrent pas les dépenses, nous allons aller les chercher à l'extérieur. Donc on va ajouter cette sorte-là pour dire si ce que nous avons gagné à l'extérieur. Donc si ça aussi n'approuve pas, il y a un deuxième niveau de déficit. Donc, et c'est ce solde-là qu'on dit au ministre des Finances qui peut aller sur le marché international pour aller chercher de l'argent pour pouvoir combler le déficit. Et nous déterminons ce déficit-là, ça doit être capable de moins de 3% du... Et la dette là aussi, ça doit être l'encours de la dette, tout ce que vous avez comme dette, ça doit être inférieur à 70% du PIB, de la richesse de l'État. Donc, ce sont ces principes que vous avez à partir de la loi. Et l'autre côté maintenant, c'est la partie comptable où il y a les recettes et les dépenses. Et ce sont les dépenses qui nous intéressent. Toutes les dépenses ne nous intéressent pas aussi. Parce que quand on regarde dans votre offre, il y a 3 ou 5 grandes parties dans le budget de l'État. Donc, la première partie du budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie. Les opérations de trésorerie, c'est tout ce qui se passe au trésor quand on n'a pas besoin du fameux engagement, liquidation, ordonnancement des paiements. Ça concerne la dette. Donc, quand vous prenez la dette, par exemple, l'amortissement de la dette, ça couvre, on n'a pas besoin de dire on va engager ça, on va liquider ça. Donc, on appelle ça des opérations de trésorerie. Et maintenant, on a d'autres types d'opérations, c'est ça qui nous concerne. Les opérations budgétaires. Et ces opérations budgétaires, vous avez des titres, certains pays, ça dépend de 1 va concerner les charges de la dette. Tout ce qui concerne les intérêts de la dette, vous partez de ça, c'est souvent le 2 va concerner le personnel et l'État. Le 3 va concerner les biens et services. Le 4, c'est votre côté où on fait des subventions, soit des subventions de fonctionnement et des subventions d'exploitation. C'est totalement différent. Aux sociétés d'État, nous pouvons faire des subventions d'exploitation. Et quand ce sont des entreprises publiques, ce sont des subventions de fonctionnement. Donc, toutes ces subventions sont différentes. Il y a 3e type de subventions que vous avez, ce sont des subventions en capital. Ça veut dire votre contribution à la CDAO. Et si vous êtes content de donner à l'AES un peu d'argent, ce sont vos contributions que vous avez. Ça, ce sont des subventions en capital. Et le 5, très souvent, c'est ce que nous appelons les investissements. Et qu'est-ce qui nous concerne en matière de marché? D'abord, un peu le 2, si vous mettez la formation dedans, le personnel, la formation de la personnel, vous allez savoir concerner les prestations intellectuelles. Deuxième, 3e élément, c'est tout ce qui concerne les biens et services et un certain nombre d'équipements. Ça peut être au niveau du chapitre, au niveau de la section du titre 3. Le titre 4, ça peut être concerné et l'essentiel du marché va concerner le titre 5 qui sont des investissements. Donc, et pour pouvoir déterminer tout cela, c'est encadré par des principes. Sinon, si toi tu fais ton budget sur 8 mois, l'autre fait sur 12 mois, l'autre fait sur 14 mois, donc il y aura des sous-jacents qui sont mélangés avec ceci, qui sont, donc ça force les données, c'est pourquoi on dit non, tout doit être fait dans l'année.
Mais on ne se limite pas par là. C'est-à-dire que si tu dois faire dans l'année, il faut aller maintenant qu'on ne puisse pas prendre, on va parler de sa spécialité de crédit, de l'universalité budgétaire, de l'unité budgétaire, ça veut dire que c'est dans un seul document que nous devons le faire. Et c'est pourquoi vous allez tout le temps, lorsque vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de faire un marché, vous allez faire une réservation de crédit, parce qu'il y a une seule personne, il y a un seul ministère qui connaît s'il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent. C'est ça qu'on appelle l'unicité. Et il y a la spécialisation, la spécificité, ce que vous appelez spécialisation, ce qui veut dire que non, on ne peut pas spécifier une recette pour une dépense bien déterminée. Toutes les recettes sont là pour les dépenses de l'État. Et on va faire un plan de trésorerie pour que chacun puisse avoir sa part. Donc, voici quelques éléments concernant le principe de l'annualité. Et je vais profiter pour vous expliquer un peu comment ça se fait en finance publique pour ceux qui ne sont pas dans la matière. Est-ce que vous avez des questions? Soit j'ai mal expliqué, soit vous avez tout compris. Dites-moi ce que c'est. Oui. L'agence judiciaire. Oui. Ça va? On peut aller. Moi, si ça ne va pas sur petit, je suis là pour ça. Je suis payé pour ça. Ça va. Hein? Et donc. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, madame. Oui, c'est engagement, Engagement. liquidation, Oui. Ordonnancement. Et paiement. Donc, c'est tout le principe budgétaire que nous avons. Et donc, toutes les opérations budgétaires, c'est-à-dire que ça concerne le processus d'engagement. Qu'est-ce que c'est? C'est comme toi, tu es engagé avec ton mari. C'est pas ça? Combien, madame? Tu es engagé avec ton mari, non? Donc, quand tu es engagé, ça veut dire que tu as tes droits et tu as tes devoirs. Même s'il y a des gens qui ne respectent pas pour les autres ici. Non, ça c'est l'engagement. Il y a deux types d'engagement. Il y a ce qu'on appelle l'engagement juridique et l'engagement financier. L'engagement juridique, c'est quoi? C'est ce qui nous concerne ici. Comment nous pouvons arriver jusqu'à signer un contrat au nom de l'État. Donc, si tu signes un contrat au nom de l'État, tu t'es engagé. C'est comme si tu pars donner le premier quota. Tu t'es engagé. Si tu dois te retirer, il faut un processus encore pour pouvoir te retirer. C'est pourquoi, normalement, un État sérieux, si tu t'engages, ça veut dire que dès que le contrat est signé, la loi dit, dans tout le processus là, ça veut dire que tu as le temps d'observer la femme jusqu'au aller donner la quota. Donc, dans telle sorte de façon-là, tu peux renoncer à n'importe quel moment sans conséquence. Mais une fois que tu signes, c'est la coda qui est la signature ici, non? Ou bien, ce sont des bonbons. Pourquoi on préfère la coda que les bonbons et autres? À commande, que vous connaissez, ce sont des contrats qui sont un peu de combustible, je vais revenir, les contrats de clientèle, les contrats à temps. Voici des types de contrats que nous avons. Vous connaissez essentiellement les contrats classiques. C'est ce que vous faites. Regardons ce que vous appelez les contrats classiques. Ce sont les contrats conclus dans le respect de l'annualité budgétaire, délai d'exécution défini très clairement. Ça, c'est la notion de temps. Vous signez un contrat, vous dites c'est 6 mois. Vous signez un contrat, vous dites c'est 3 mois. Ou c'est une année. Donc, ce sont des contrats qui respectent le principe de l'annualité budgétaire et qui sont définis clairement dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il y a des contrats qui ne sont pas définis clairement dans le temps. Et si ces contrats qui ne sont pas définis clairement dans le temps, qu'est-ce que vous avez? Les contrats à commande. Qu'est-ce que c'est? Le riche. Contrat à commande. Marché appelé le théâtre détermine la machine et le prix des biens. Il s'exécute par des émissions de points de commande successifs selon les besoins du moment. Il a pour but de couvrir les besoins courants annuels de
fourniture des services blancs. Regardons ici, assez intéressant. Ça veut dire que si vous avez des contrats à faire, très souvent, nous avons des besoins de fourniture de bureau. Tout le temps, on a besoin de cette fourniture de bureau. Vous signez un contrat, mais vous n'avez pas de place pour pouvoir les mettre. Vous avez des problèmes de stockage. Vous signez, vous connaissez la nature, ce sont des rames de papier que nous avons besoin. Vous connaissez le prix des biens, vous déterminez déjà sur la base de ce prix des biens. Et chaque fois maintenant que vous avez besoin du matériel, vous émettez un droit de commande que nous avons besoin. À la Banque centrale, vous connaissez très bien avec votre histoire de lait. De lait. Oui, bien sûr. Avec votre histoire de lait, on connaît le prix. On connaît. Après, on vous allez nous dire s'il y a une évolution. Donc, on nous recevait quand nous étions jeunes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas trop vieux, mais je ne suis pas à la phase que vous êtes. Donc, quand on était jeune, les papiers rames n'existaient pas en tant que tels. Ce sont des tirages qu'on fait. Et quand on fait les tirages, on dit que le carbone qui est là, que tu respires, on nous donnait du lait pour pouvoir compenser que le lait aide à retourner. Donc, ceux qui comptent souvent la monnaie aussi, les billets de banque, c'est ce qu'on faisait à son temps. Je ne sais pas si ça continue. Si ça continue encore. Donc, on émet un marché de bons de commande parce qu'on sait par mois ou par mois on a besoin. Mais on a besoin d'avoir le prix pour qu'on puisse maintenir le prix sur l'année. Quand on signe le contrat, et donc chaque mois maintenant, on fait un bon de commande, nous avons besoin, et on fait un bon de commande, nous avons besoin. C'est pour pouvoir sécuriser en quelque sorte le prix et d'éviter les éléments de prévention et de stockage. Donc, quand on fait ce marché, il y a un minimum qui fait proposer. Ça veut dire au moins 1000 watts pour que tu puisses faire ces prix. Ça peut dépasser ça. Et il y a un maximum proposable au vendeur. Ça veut dire que c'est entre 1000 et 2000 pour que tu puisses faire ces prévisions. Il sait au moins si vous allez prendre 1000, mais il doit se préparer aussi que ça peut dépasser cela selon le nombre de personnes et ça peut arriver jusqu'à 2000. Et maintenant, il comporte un minimum, c'est conclu pour une durée déterminée dans le temps. Donc, vous avez ces éléments que vous appelez marché à commande. Donc, vous avez les marchés classiques et les marchés à commande. Les marchés classiques sont déterminés dans la unité budgétaire et avec un délai précis. Ici, vous avez des marchés à commande, vous signez le contrat, mais la livraison ne se fait pas du coup où vous allez aller comptabiliser. Lorsque vous avez besoin, vous faites un bon de commande, ils vont venir. Mais c'est à l'intérieur d'un marché. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous connaissez le prix et on va maintenir le prix durant toute l'année. C'est bon? Si c'est pas bon, vous me dites. C'est pas bon.